Cela relève d'une réalité non physique. Ce qui se passe, c'est que la fente s'ouvre de plus en plus. On voit davantage cette réalité et on suppose qu'on voit différentes réalités. Mais elles ne sont pas très différentes. Il s'agit plutôt d'une vision large et étendue d'une très grande réalité. Peut-on accélérer ce processus? Oui, en utilisant des techniques qui stimulent le système nerveux beaucoup plus rapidement que la plupart des méthodes disponibles. Peu après avoir fait cette déclaration, il a disparu. En 1979, Bentov était en route pour le Japon, afin de rencontrer des scientifiques de renom et leur faire part de sa découverte du code de la réalité. Mais son premier vol entre Chicago et Los Angeles n'a jamais abouti. L'avion s'est écrasé. Étrange. L'homme qui avait passé des années à cartographier l'architecture cachée de la conscience est mort alors qu'il s'apprêtait à la révéler. Plus tard, certaines parties de son travail ont refait surface dans les dossiers de la CIA, discrètement intégrées à leur propre projet. La physique moderne flirte aujourd'hui avec cette idée à travers la théorie quantique des champs. Mais Bentov n'était pas un physicien à la recherche d'équations. Il décrivait le cosmos comme un hologramme géant interconnecté où chaque fragment contient l'image entière. Réfléchissez-y un instant. Si votre esprit est à l'écoute d'un signal universel, alors la mort n'est peut-être pas la fin. Ce pourrait être simplement un changement de chaîne. L'âme est le dépositaire des informations que nous recueillons au cours de notre vie. Peut-être devrions-nous dessiner un autre diagramme. Les corps physiques sont ici, et un autre corps physique, et un autre encore. Voici Joe, voici Jim, voici Sarah, etc. Il s'agit clairement du niveau physique. À ce niveau, nous sommes tous séparés. Vous êtes assis là, je suis assis ici. Nous sommes distincts. Maintenant, dessinons un autre niveau, légèrement plus élevé. Appelons-le le niveau de l'âme. Ici, il y aura un certain mélange. Imaginez cette personne s'étendant pratiquement à l'infini. Au niveau physique, nous sommes séparés, mais au niveau de l'âme, cette personne s'étend aussi loin. Et une autre personne se mélange légèrement avec elle. Les âmes sont, en quelque sorte, en contact les unes avec les autres. Elles se chevauchent. Passons maintenant à un niveau supérieur et appelons-le le niveau du moi supérieur, le chef de l'âme. Ici, nous constatons que le moi supérieur de cette personne s'étend autant et que le moi supérieur d'une autre personne s'étend autant. Il y a plus de chevauchement entre eux. Au niveau le plus élevé, le niveau spirituel, nous nous chevauchons complètement. Tout le monde se chevauche avec tout le monde. En d'autres termes, tout et tout le monde est partout. Nous sommes devenus omniprésents. C'est l'état des êtres hautement spirituels et parfaits, ou des dieux si vous préférez. Ainsi, nous existons simultanément à tous ces niveaux, mais nous n'en sommes pas conscients. Selon vous, lorsque nous nous voyons comme des entités distinctes, ce n'est que sur un seul plan de la réalité, et ce n'était que son point de départ, car Bentov ne s'est pas arrêté à l'esprit. Il a cartographié la manière dont le cœur et le cerveau interagissent physiquement avec le cosmos. Les résultats étaient choquants et les preuves mesurables. Mais c'est là que son histoire prend une tournure encore plus étrange. Prenons un exemple simple. Une famille assise à table. Imaginons qu'il y ait un enfant de 15 ou 16 ans qui, soudain, lève les yeux et dise à sa mère « Hé maman, regarde, notre grand-mère décédée est debout dans le coin. » La mère regarde autour d'elle et répond « Non. » Le psychiatre dit alors « Oh jeune homme, tu as des problèmes » et prescrit de la thorazine ou une thérapie par électrochoc. Très vite, en l'espace de 2 semaines, l'enfant redevient normal et ne voit plus rien. Le processus s'est inversé. C'est ce qu'on appelle un épisode psychotique
ou une crise schizophrénique aiguë. Et vous diriez qu'il y a de fortes chances que l'enfant voyait réellement quelque chose. Exactement. Le jeune homme a connu une ouverture spontanée de ses sens. Cela est classé comme une réalité non physique. C'est le système nerveux qui nous donne l'image de nos réalités. C'est notre réalité. La réalité que vous voyez tout autour de vous, les fleurs, les chaises, les microphones, la tasse de thé, nous est donnée par nos sens. Nous ne voyons pas la lumière au-delà des ultraviolets et des infrarouges. Nous n'entendons également qu'une gamme limitée de vibrations allant d'environ 52 Hz à 20 000 Hz au maximum. En d'autres termes, tous nos sens sont limités. Ainsi, lorsque cette fente s'ouvre de plus en plus, vous percevez davantage cette réalité. Nous supposons que nous voyons différentes réalités, mais elles ne sont pas vraiment séparées. Il s'agit simplement d'une vision plus large et plus étendue d'une très grande réalité. Au fil d'années d'expérience et d'auto-observation, Bentov a découvert que les battements du cœur envoient une onde rythmique le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Ce mouvement mécanique microscopique mesuré en fractions de millimètres génère des oscillations qui se synchronisent avec le champ électromagnétique du corps. Mais voici le rebondissement. Ces oscillations correspondent aux fréquences que l'on trouve dans toute la nature, de la vibration des atomes à la rotation des planètes. Pour lui, ce n'était pas une coïncidence, mais la preuve d'une boucle de rétroaction cosmique intégrée. Bentov, auteur de Stalking the Wild Pendulum, considérait cet ouvrage comme l'un de ses plus grands travaux. Il aidait les gens à comprendre l'univers holographique, l'entraînement et le champ électrostatique entourant la Terre. Il a inventé des métaphores simples, voire ludiques, comme celle qui dit que nous sommes des raisins secs dans de la gelée. Si un raisin sec vibre à une fréquence plus élevée et avec une amplitude plus forte, tous les autres raisins secs dans la gelée finissent-ils par résonner à la même fréquence, à moins qu'ils ne génèrent des ondes opposées plus fortes, provoquant une interférence constructive ou destructive. Bentov a illustré le cœur comme un oscillateur à basse fréquence produisant des ondes stationnaires qui s'étendent au-delà du corps. En théorie, ces ondes pourraient interagir avec le champ universel qu'il a décrit. Des décennies plus tard, les recherches du HeartMath Institute ont confirmé que le champ électromagnétique du cœur s'étendait à plusieurs mètres à l'extérieur du corps et pouvait influencer l'activité cérébrale, un concept que Bentov avait proposé bien avant que les instruments modernes ne puissent le mesurer. Pour lui, la méditation ne consistait pas seulement à calmer l'esprit, mais était une méthode précise pour accorder le système cœur-cerveau afin qu'il résonne avec l'architecture profonde de l'univers. Lorsqu'il est correctement accordé, le corps peut devenir une porte d'accès à une perception élargie, où les frontières s'estompent et où la réalité est vécue comme un tout homogène. Ce n'était pas présenté comme du mysticisme, mais comme un processus reproductible. Si cela est vrai, cela signifie que le corps humain est un instrument finement réglé, que la plupart des gens n'apprennent jamais à jouer. Mais cette carte du corps n'était qu'un début. En 2003, un document de la CIA a discrètement été rendu public, une analyse de 29 pages intitulée Gateway Process, processus de passerelle. Ces documents, désormais déclassifiés, sont accessibles au public. Ils révèlent le pouvoir des méditations de cohérence esprit-cœur axées sur des intentions spécifiques, des techniques capables d'élargir la conscience et même d'influencer la réalité de manière profonde. À première vue, il s'agissait d'un rapport militaire sur les états modifiés de conscience. Mais derrière son jargon technique se cachait quelque chose d'inquiétant.
Page après page, il décrivait des concepts presque identiques à ceux que Bentov avait cartographiés des décennies plus tôt. Il parlait du cerveau et du corps comme de systèmes oscillants, de la conscience s'étendant au-delà de l'espace et du temps, et de l'accès à des réalités non ordinaires grâce à une résonance contrôlée. Pourquoi la CIA s'y intéresserait-elle? Selon le rapport, la maîtrise de ces techniques pourrait permettre la vision à distance, c'est-à-dire la capacité de percevoir des événements et des lieux sans être physiquement présent. En d'autres termes, espionner sans quitter la pièce. Il décrivait même la projection de sa conscience à travers l'univers ou dans le passé et l'avenir. Ce n'était pas considéré comme de la science-fiction, mais comme un atout stratégique. Le document Gateway n'était pas théorique. Il faisait partie d'un programme de renseignement plus vaste mêlant physique, neurosciences et les concepts très universels explorés par Bentov. À l'instar de ses travaux, il était mesuré, cartographié et pris au sérieux. Cela soulève une question troublante. Si la connaissance peut influencer la perception, celui qui la contrôle la réalité. Et la CIA n'était pas prête à ignorer ce genre de pouvoir. Mais le dossier Gateway n'est qu'une pièce du puzzle. Une fois que l'on commence à creuser, on trouve toute une série d'autres projets classifiés, tous plus étranges les uns que les autres. Un dossier décrit l'entraînement des signaux biologiques, dans lequel des sujets testés étaient exposés à de faibles impulsions rythmiques, trop subtiles pour être détectées consciemment, qui modifiaient leurs ondes cérébrales et leur prise de décision. L'idée était simple. Si vous pouvez synchroniser les rythmes neuronaux d'une personne avec un état souhaité, vous pouvez la rendre plus influençable sans dire un mot. Il ne s'agissait pas de concepts de science-fiction. Des notes internes décrivent des essais sur le terrain au cours desquels des agents ont transmis des messages codés dans des salles bondées en utilisant uniquement des micro-gestes préétablis et des fréquences sonores masquées par le bruit de fond. C'est là la clé. Le contrôle de la perception ne repose pas uniquement sur une technologie de pointe. Il s'agit de connaître les angles morts du cerveau humain et de concevoir des environnements permettant de les exploiter. Et puis, il y a la partie la plus étrange, la dissociation contrôlée. Certains agents ont été formés pour détacher leur conscience du flux sensoriel normal, entrant dans un état d'observateur où le temps semblait déformé et où la mémoire était presque parfaite. C'était le même principe que celui décrit par Bentov, régler les oscillations du corps et sortir de la réalité ordinaire. Mais ici, cela n'avait pas pour but l'illumination. Cela avait pour but le contrôle. Pour vraiment transformer la perception en arme, il ne suffit pas de changer ce que quelqu'un voit. Il faut réécrire l'histoire que son esprit raconte à ce sujet. Et c'est là qu'un ancien interrogateur de la marine américaine a porté le concept à un tout autre niveau. En substance, L. Ron Hubbard a demandé à des personnes de lire Alice au pays des merveilles. La formulation est intentionnellement confuse, et L. Ron Hubbard en a ouvertement parlé dans son ouvrage. La CIA l'a ensuite copié presque mot pour mot dans un manuel d'interrogatoire, sans en citer la source. Vraiment, absolument. Ils ont découvert dans les années 1950 et 1960 que parler en utilisant des phrases déroutantes rendait plus persuasif. Lorsque vous perturbez le cerveau, il réagit comme quelqu'un qui tombe. Vos membres, mentaux s'agitent et vous vous agrippez à la première chose solide que vous rencontrez, même si c'est un buisson épineux. D'accord ? Exactement. Dans le cerveau, cela fonctionne de la même manière. Si une personne est confuse, la première information logique qu'elle entendra ensuite sera souvent acceptée automatiquement, sans filtrage critique.
Hux a passé des décennies à former des militaires et des agents de renseignement à des techniques d'influence avancées. Son affirmation est sans détour. La confusion n'est pas accidentelle, elle est orchestrée. Il appelle cela la perception contrôlée. L'idée est de démanteler la carte mentale de la réalité d'une personne et de la remplacer par une version qui sert votre objectif sans qu'elle se rende compte du changement. Voici comment cela fonctionne. Surchargez la cible de contradiction. Donnez-lui 2 ou 3 vérités qui ne peuvent coexister. Le cerveau lutte pour résoudre le conflit et entre dans un état vulnérable et influençable. Superposez des indices sensoriels, symboles, motifs de couleurs, rythme dans le discours, pour contourner le filtrage conscient. Au fil du temps, le récit interne de la cible change, mais elle croit être parvenue à cette conclusion par elle-même. Hughes prévient qu'à grande échelle, cela ne change pas seulement les opinions, mais peut créer des réalités parallèles au sein d'une population. 2 personnes peuvent vivre dans le même monde physique tout en habitant des mondes mentaux totalement différents, chacune étant pleinement convaincue d'avoir raison. Et c'est là que les théories de Bentov sur la perception rejoignent les techniques modernes. Si la perception humaine est modulable, alors la perception contrôlée devient le mode d'emploi. Au lieu de guider quelqu'un vers l'illumination, elle le guide vers une version construite de la réalité, celle que vous contrôlez. Contrairement aux expériences de la guerre froide qui nécessitaient des laboratoires et des spécialistes, ces méthodes peuvent désormais être déployées par le biais des médias ordinaires, de la culture, voire de conversations informelles. Une fois que le changement de perception s'est installé, il devient presque impossible de le défaire. Mais à l'ère numérique, ces principes n'ont pas disparu, ils ont évolué. Ce qui nécessitait autrefois des agents entraînés et des environnements contrôlés est désormais intégré dans les plateformes mêmes que des milliards de personnes utilisent quotidiennement. Les outils ont changé. L'objectif reste le même, façonner le prisme à travers lequel la réalité est perçue. Par exemple, Google a été incubé et financé par la CIA, la NSA et la DARPA. L'algorithme PageRank est une grande partie de la propriété intellectuelle exclusive qui alimente Google, ont été développés dans le cadre de projets de la DARPA. Des représentants de la CIA et de la NSA ont rendu visite à Sergey Brin à plusieurs reprises pendant le développement, les tests et le financement. Et cela est-il prouvé? Oui. Voici l'article. Comment la CIA a créé Google, au cœur du réseau secret. Bon sang. Fascinant. L'infrastructure qu'ils ont mise en place ne se contente pas de répondre à des questions ou de connecter les gens. Elle cartographie discrètement les comportements, les préférences et les schémas de pensée à l'échelle mondiale. En pratique, cela signifie que l'environnement numérique peut être façonné avec une précision extraordinaire. Chaque recherche, chaque défilement et chaque clic contribuent à un modèle en constante évolution de la manière dont chaque utilisateur interagit avec le monde. Plus le modèle est approfondi, plus il devient facile d'anticiper et de concevoir des réponses. Par exemple, l'exposition à la lumière bleue endommage les voies de récompense de la dopamine dans le cerveau. Et oui, Meta et Google détiennent les brevets liés à cela. L'observation de Cruz ajoute une autre dimension. L'influence ne se limite pas à ce qui est affiché à l'écran. Elle s'étend à l'écran lui-même. La qualité spectrale de la lumière artificielle, en particulier en cas d'exposition prolongée, modifie la chimie du cerveau. Une baisse du taux de dopamine réduit la motivation et augmente la réceptivité, remodelant subtilement la manière dont l'information est traitée. Ensemble, ces éléments forment un écosystème qui ne se contente pas de communiquer, mais qui conditionne. Non pas avec une propagande à l'ancienne,
mais par un retour d'informations progressif et adaptatif. Certains récits sont amplifiés tandis que d'autres s'estompent. Mais pour les agences qui ont été les premières à utiliser ces méthodes, l'influence ne s'est jamais limitée au contrôle du présent. Dans leurs expériences les plus non conventionnelles, elles sont allées plus loin, testant si la perception pouvait atteindre des événements qui ne s'étaient pas encore produits. Les schémas d'interaction et de discours des individus sont extrêmement prédictifs de leur engagement et de leur conformité. Même à partir des données d'accéléromètre, nous pouvons observer des comportements de recherche. Les individus suivent des routines, puis se lancent dans des schémas exploratoires avant de revenir à leurs habitudes. C'est là que l'influence devient plus que de la persuasion. Dans le passé, on ne pouvait que réagir à ce que faisaient les gens. Aujourd'hui, les modèles prédictifs permettent d'agir avant qu'ils ne fassent leur choix. Les recherches de Pentland montrent qu'avec suffisamment de données comportementales, les algorithmes peuvent prévoir les changements d'opinion, de consommation et même les troubles sociaux, et concevoir des interventions pour les orienter. Et ces interventions ne sont pas lourdes. Modifier le moment où une notification est envoyée, ajuster la formulation d'un titre, réorganiser les résultats de recherche. Soudain, les chances penchent en faveur du résultat souhaité. Cela semble naturel, mais c'est en réalité calculé. Votre cerveau ne se contente pas de réagir au monde qui l'entoure. À partir de vos expériences passées, il prédit et construit votre expérience de la réalité. La façon dont nous percevons les émotions chez les autres est profondément ancrée dans les prédictions. Pour nous, il semble que nous regardions simplement le visage d'une personne et que nous lisions instantanément ses émotions, de la même manière que nous lirions des mots sur une page. Mais sous la surface, votre cerveau fait des prédictions. Il s'appuie sur des expériences passées, les compare à des situations similaires et devine quelle est probablement l'émotion. Il ne se contente pas de lire la réalité, il la construit. C'est là que réside le véritable cercle vicieux. Les données alimentent les prédictions. Les prédictions façonnent le contexte. Le contexte modifie ce que votre esprit considère comme réel. À grande échelle, cela change tout. La même infrastructure qui vous fournit vos actualités, vos divertissements et vos résultats de recherche peut mener discrètement des expériences, modifiant la perception collective d'une manière qui semble naturelle, inévitable, voire autogénérée. Au fil du temps, la boucle se resserre. Chaque clic, chaque pause et chaque défilement en apprennent davantage au système sur vous, affinant ses prédictions, rendant les incitations plus petites, plus subtiles et plus difficiles à détecter. Plus le modèle vous connaît, moins il a besoin d'insister. Un environnement parfaitement adapté ne force pas la conformité. Il vous guide volontairement sur un chemin qu'il a déjà tracé. Et comme cela fonctionne sur la base de probabilités, il n'est pas nécessaire que cela soit vrai pour tout le monde, mais seulement pour suffisamment de personnes, suffisamment souvent, pour modifier la trajectoire de toute une société. Si la réalité elle-même peut être modifiée par une boucle de rétroaction prédictive, alors la question n'est pas seulement de savoir qui contrôle le présent, mais qui a déjà écrit votre prochain mouvement, avant même que vous ne réalisiez que vous aviez le choix.